Bonsoir à tous. On enchaîne ce soir, voilà, nouvelle vidéo, nouvelle partie du live. Sandman, la deuxième saison. Deuxième saison, cette fois divisée par Netflix en deux volumes. Donc voilà, le premier volume est sorti le 3 juillet. Il nous saoule. Voilà, tout à fait, c'est un modèle qui, selon moi, pue le caca. Deuxième volume, alors je crois que c'est le 24 juillet. Et il me semble qu'il y a un épisode spécial comme en première saison le 31 juillet. Voilà, donc bon, l'épisode spécial qui sort après, ça c'est pas grave, il l'avait fait, il n'y a pas de souci. Mais l'histoire des volumes, soit sortez tout d'un coup, soit faites un épisode par semaine. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, vous avez ruiné la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure. Je le répéterai à chaque fois qu'on parle de ce modèle-là, ça ne va pas. C'est nah, nah. Donc, bon, qu'est-ce que ça vaut cette deuxième saison? Sachant que je pars absolument pas impartial, j'ai adoré la première saison. euh, et j'ai également à peu près également beaucoup Alors aimé là, il y avait le. trois possibilités. Je pars pas impartial parce que j'ai adoré la première saison, parce que j'ai adoré le comics, ou à cause de l'histoire avec Neil Gaiman. Du coup, je me demandais Eh sur quoi bien, t'allais rebondir. c'est marrant parce que j'ai adoré la première saison, j'ai adoré le comics. Alors j'ai pas dépassé ce que la série a adapté. Donc vraiment, je suis pas allé au-delà, mais j'ai adoré la première saison, j'ai adoré le comics. Et ça me fait toujours un peu bizarre de voir un truc Gaiman. Après, enfin, il n'y a pas que lui qui a bossé dessus, et au bout d'un moment, c'est pas sa série. Enfin, genre, c'est un travail collectif. Et en plus, Oui, bien sûr. la série, je veux dire, elle était genre tellement très bien engagée. Et alors, des aveux, enfin, des aveux, de ce qu'en disent les producteurs, les showrunners, ils ont décidé de conclure la série avant que l'histoire sur Gaiman soit sortie. Que ce soit vrai ou pas, je sais pas. Donc, mais bon, c'est pas impossible. J'y crois pas une seconde, mais bon. Donc, bon, je ne sais pas trop, mais bon, en tout cas, voilà, c'est pas le nouveau bouquin de Gaiman, quoi. C'est vraiment un produit issu d'une multitude de talents et d'implications de la part de plein de gens. Donc, je vais pas, voilà. Alors, double tampon, c'est beau, parce que, ben, ouais, c'est beau. Mais Enfin, je veux dire, c'est très beau. la première saison c'était pareil. Là, pour le coup, c'est pas le genre de série Netflix où on peut dire que ça a été fait pour 3 francs 6 sous. Il n'y a vraiment pas de côté cheap, mais vraiment pas. C'est vraiment. Alors, c'est une série qui coûte très cher et je pense que c'est aussi plus réalistement, de manière plus réaliste, le fait qu'il n'y ait pas 36 000 saisons de Sandman peut aussi très bien être expliqué par le fait qu'elle coûte extrêmement cher. Et pour le coup, je trouve qu'on voit tout l'argent à l'écran, hein, globalement. Que ce soit au niveau des. Bon, il y a des acteurs connus, donc forcément, ça les paye un petit peu bien. Mais visuellement, en termes de prod, de décor, d'effets numériques, ça reste une série télé, hein, quand même. Waouh, enfin, je veux dire, pour un plus, un récit qui a longtemps été considéré comme inadaptable, hein, euh, voilà, visuellement en tout cas, c'est très beau. Il y a des manières très créatives de représenter certains pouvoirs. Les décors sont bien travaillés, la colorimétrie est bien travaillée, les costumes sont recherchés. Tout est beau. Enfin, je veux dire, c'est bien quand c'est beau. C'est bien. Bravo. Alors, moi qui l'ai pas vu, ça fait pas trop informatique, ça garde un aspect un peu naturel quand même. Ouais. Enfin, j'ai jamais vu Non, parce qu'après il y a quand même pas mal de décors naturels aussi, donc il n'y a pas vraiment forcément une omniprésence Ouais, ok. de doses numériques. Et même dans par exemple le Dreaming, enfin le royaume de Morpheus, de Dream, euh, full numérique, hein, parce que ben, c'est le monde des rêves, hein, donc forcément. Mais ça reste, il y a un côté très, ouais, très avec beaucoup de verdure. Enfin, on garde un petit peu, voilà, on va faire en sorte de vraiment avoir un côté très naturel. Et même des fois, de temps en temps, on va vraiment filmer dans des vrais endroits, peut-être en augmentant un petit peu le truc avec des effets numériques. Mais ouais, franchement, je trouve pas qu'il y ait de saturation ou de trop plein numérique ou quoi que ce soit. Et là même, dans l'image en bas à droite, j'ai pris dans la deuxième saison, il va dans un autre, dans le royaume de sa sœur Delirium. Et voilà, il y a une espèce
c'est une succession de rames de métro, et au bout d'un moment, dans l'une des rames, c'est ouais, tout est recouvert de fleurs, et là, il y a quasiment très peu d'effets numériques, quoi. C'est vraiment, bah, ils ont juste habillé une rame de métro avec de la verdure. Enfin, il y a un côté très, parfois, bah, j'allais dire très, pas idyllique, mais onirique, et bon, bah, on parle de rêve, donc voilà. Donc visuellement, je trouve que c'est une série qui, de A à Z, ouais, ça les signe pas. Il y a même un effet en première saison. Je me permets un semi-spoil. On se débarrasse, on va dire, on arrive à se débarrasser d'un antagoniste qui est immortel, mais qui peut quand même être renvoyé d'où il vient, on va dire ça comme ça. Et il y a une espèce d'effet de déchirement ouais, de la peau, des muscles, et un peu comme Dr Manhattan dans le film Watchmen, où là aussi il y avait un côté de décomposition du corps extrêmement bien réalisé, et là pareil dans la série, donc vraiment techniquement et artistiquement, oui, c'est beau, c'est double beau. Donc voilà, rien à redire, C'est bobo. c'est beau, tout à fait. Donc, bon, au-delà que c'est beau, c'est tout mignon, bon, ça parle aussi de personnages, hein, aussi, Sandman, principalement de Dream, hein, évidemment, qui est notre personnage principal, voilà, tout à fait, qui fait partie alors des Infinis. J'ai que le nom en VO parce que j'ai regardé ça fait longtemps que j'ai lu le comics et j'ai que les dialogues de la série, mais enfin c'est les Endless, donc ceux qui sont sans fin, les infinis. J'ai pas envie de dire les éternels parce que Marvel pourrait venir nous casser les genoux. Euh, voilà, qui Oh, ils nous remercieraient d'avoir casait les leur avoir éternels. fait un petit clin d'œil. Thank you Voilà, Kevin for watching the stream. Thank you Icaris and voilà, Fina bien sûr. exactement. Ils nous devraient bien ça. Oui, bah oui. Voilà, qui sont un petit peu la classe au-dessus des dieux, où c'est vraiment les personnifications de manifestations naturelles, donc surcheaté, tout ce que vous voulez, quasi immortel, enfin bon, des trucs, voilà, plus que des dieux, mais qui restent quand même avant tout, on va dire, d'un point de vue humain, et notamment, voilà, après dans la première saison, l'introduction de la série, c'est Dream, Morpheus, se fait capturer par un sorcier, en gros, et il est emprisonné pendant 100 ans, et ça va lui faire changer de vision sur plein de choses. Et là, on est encore un petit peu sur les conséquences, voilà, du changement de Morpheus. Du coup, on va le voir un petit peu régler à la fois des nouveaux problèmes, mais aussi des anciens problèmes, avec le nouvel œil, la nouvelle perception qu'il a de la vie, avec les nouvelles relations qu'il entretient avec ses frères et sœurs. Donc voilà, on continue de bien le développer comme dans la première saison, là il n'y a aucun problème. On a un focus un peu différent par contre au niveau de... Parce qu'en plus de Dream, on monte les autres Endless. En première saison, on avait surtout Désir, enfin Desire, Death, Dream. C'était les principaux, donc ils sont tous en D, hein, leurs prénoms commencent tous en D. Et là, cette saison, on est plus sur Delirium et Destruction. Voilà, la mort prend et Destiny aussi un peu. Donc voilà, on change un petit peu, on n'explore pas les mêmes personnes. Tous ne sont pas forcément aussi intéressants. Par exemple, je sais que voilà le Death en première saison, ça a toujours été un personnage qui avait été grandement apprécié des, des, euh, des fans, que ce soit du comics ou même de la série, avec un excellent épisode d'ailleurs en milieu de première saison où on la voit faire son travail. Là, voilà, on va explorer l'autre côté de la famille, et sans forcément être aussi qualitatif que les épisodes de la saison 1. On a quand même un travail assez sympathique, assez touchant entre Dream et Delirium, Delirium et Destruction. Donc voilà, il y a quand même des dynamiques qui font très dynamique, très familiale, hein, parce qu'en plus il y a un côté vraiment Destiny et l'aîné. Ensuite on a Death, Dream, Desire, Despair, Destruction et Delirium. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Et chacun est l'aîné. Enfin voilà, du coup Destiny est le plus vieux et Delirium la plus jeune. Il y a vraiment, voilà, la volonté de retranscrire le côté vraiment frère et sœur où ben ouais, t'as la petite sœur un petit peu tarée que tu comprends pas trop, mais on peut pas trop lui reprocher non plus parce que
ce sont vraiment l'essence même de ces personnes-là, hein. Ce sont les personnifications de voilà. Donc si Dream est un petit peu la tête dans ses propres pensées, c'est ben parce que il est plus dans les affaires des rêves, des cauchemars. Si Delirium, elle est dans ses délires, eh ben oui, hein. Si Desire est tout le temps en train de penser on va dire aux affaires de l'érotisme pour être tout public, c'est parce que c'est aussi dans son être. Donc il y a vraiment un côté parfois lutter contre sa propre nature et ben, faire communion avec sa famille. Donc voilà, on continue dans ce schéma-là avec les personnages. Cette fois-ci, voilà, avec les personnages de Delirium, il y a vraiment un côté de pas paternel, hein, parce que ça va pas jusque là, mais il y a vraiment le côté de Dream et le c'est vraiment le grand frère de Delirium, donc il y a vraiment ce rapport-là et c'est assez bien retranscrit. Évidemment, pour la plus jeune des sœurs des Endless, on a pris une actrice qui est assez jeune. Je crois qu'elle a mon âge, je crois qu'elle est de 2000 ou de 99, donc elle a mon âge. Sauf qu'elle, contrairement à moi, elle a fait des choses de sa vie. Au secours. Oh, elle est pas si jeune alors. Ça suffit, ça suffit. Je suis jeune, je suis éternel, mes cheveux ne tomberont jamais. Voilà, ça suffit. Donc voilà, il y a vraiment le côté voilà grand frère petite sœur avec Delirium, qui est un des meilleurs, on va dire, travail de personnage dans cette saison-là. Euh, et évidemment, comme on va aborder d'autres personnages, Destruction, il y a vraiment le côté de c'est celui qui est parti, on va dire, il a abandonné ses responsabilités, on l'a pas vu depuis des centaines d'années. Donc là aussi, il y a vraiment la question de, ben, on est là pour servir l'humanité, pour servir les peuples de l'univers, hein. Et donc c'est aussi ben, qu'est-ce qui se passe quand la personnification de la destruction, qu'est-ce qui se passe quand la destruction abandonne son travail. Voilà, et c'est pas le seul personnage avec qui on aborde ces questions-là, donc il y a vraiment une thématique de est-ce qu'on a vraiment besoin d'assumer à fond ses responsabilités, est-ce que finalement il y a des choses qui découlent pas un petit peu de soi, etc. etc. Euh, Après voilà, on a encore quelques personnages qui sont pas énormément développé. Desper, par exemple, voilà qu'on voit dans l'image en bas à droite, celle qui est la deuxième en partant de la gauche, qui est pas spécialement très très bien travaillée pour le moment, hein, la série n'est pas encore terminée. Et pareil pour Destiny, qu'on voit un petit peu plus, parce que bah, voilà, il a le livre de la destinée, qui est déjà apparu dans Legend of Tomorrow, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, qui est au courant de la destinée, de l'univers de chacun, chacune, qui a du coup pas forcément énormément de personnalité parce que c'est quelqu'un de très stoïque. À un moment, il dit à son neveu, donc quelqu'un de sa famille, je suis destiné, je ne souhaite rien, je sais. Donc il a un côté très, il est pas là pour niaiser quoi. Donc ça en fait pas un personnage hyper émotif, etc., etc. Voilà, mais c'est pas non plus la pièce centrale de la saison. Voilà, c'est surtout autour de Dream qui est toujours aussi bien travaillé et dans la moitié dans la deuxième moitié de la première moitié de cette deuxième saison, on va vraiment exploiter à fond la relation entre Dream et Delirium et ça fonctionne bien. Donc voilà, niveau personnage, c'est pas les seuls personnages, mais là je voulais vraiment faire un tour de table de la famille pour vraiment remettre les choses vraiment en ordre. Donc voilà, niveau famille des Endless, voilà, travail efficace, pas au même niveau que la saison d'avant, mais quand même, voilà, il y a des moments assez touchants, assez sympas, donc voilà, oui, ces personnages-là sont bien travaillés. J'ai pas la ref, Matt. Je suis pas assez vieux peut-être. Voilà, j'envoie des pics comme ça, voilà, petit destiné de Guy Marchand. Oh, mais si, destinés. Ah, ben oui, On dans les. était tous les deux C'est quoi? destinés. C'est les Sous-doués? Non, attends, non, c'est pas c'est dans quel film qu'il y a cette Hein, chanson? ça commence pas par un lait, mais par un le. Et je Le. crois que tu m'avais dit à l'époque que tu l'avais pas vu. Si, Le si, je l'ai Père Noël est vu. une ordure. Ah, tu l'as vu? Destiné? Pardon. Non, non, mais Destiné, c'est dans un autre film avant ça. Ah, c'est le Père Noël est une ordure. Ah, bah, il y a un autre film avec ça où il rencontre une fille pendant les vacances, je sais pas, à Saint-Tropez ou je sais pas quoi. Sous-doué 2, bah voilà. Merci, Matt. Notre ref Guy Ah Marchand. ouais, d'accord, mais je crois qu'il est sorti après. Allez, Sous-doué après Le Père Noël est une ordure? Bon, bref, tu connais la chanson Ouais, du coup. tout à fait, je connais la chanson. Donc, on a également, comme je disais, on a une autre partie de la question des responsabilités,
et du coup un petit peu du bois qu'il en découle avec voilà le premier arc de ce premier volume, euh, c'est toutes les questions liées à l'enfer. Voilà, en première saison, Morpheus est allé récupérer ses affaires en enfer, une partie de ses affaires en enfer. Ça fait beaucoup de faire. Euh, Ça n'a pas fait très Ils sont plaisir à. sortis la même année, les deux films. Ah bah voilà. Euh, Ça n'a pas beaucoup plu à Lucifer qui a juré vengeance contre Morpheus. C'était un petit peu le cliffhanger de la première saison. Et en deuxième saison, eh bien, on continue cette histoire-là, mais on va dire d'une manière assez inattendue. Peut-être pas si inattendue que ça. Alors oui, pour les gens qui ont lu le comics, j'en doute que c'est pas trop une surprise. Mais on a aussi un... une autre série qui pourrait potentiellement vous spoiler un petit peu la manière dont les choses se déroulent vis-à-vis de l'enfer. Alors, je le répète, l'enfer c'est beau. Alors c'est un peu bizarre, mais alors, je profite de chaque image. Les paysages de l'enfer, il y a un côté très bon, c'est l'enfer, hein, donc c'est très gris, noir, et voilà. Mais il y a toujours des lueurs de lumière. Il y a un plan, alors je l'ai pas mis, mais il y a un plan entre oui, Lucifer et Dream sont devant une porte, et en plus de l'éclairage un petit peu naturel de l'enfer, ils sont voilà, devant la porte, et on a juste une lumière assez intense qui passe à travers la porte, et on a vraiment le rond de lumière qui est vraiment dans l'interstice entre les deux portes, voilà, de l'immense grille, enfin de l'immense portail plutôt. C'est beau de partout. Et même en intérieur, là on voit l'image en haut à gauche, voilà, dans le palace de Dream, il y a des effets de lumière. Bon, bref, c'est beau. L'enfer. Euh, Ouais, je sais qu'il y en a du mal avec ça, mais effectivement, c'est pas parce qu'un décor est lugubre ou ténébreux ou dark qu'il ne peut pas être beau. L'exemple que je donne assez souvent, c'est le film Seven, où il fait presque toujours nuit, il flotte presque tout le temps, mhm, et pourtant c'est super beau, quoi, en fait. c'est vrai que c'est beau. Euh, Donc voilà, on a la question de l'enfer qui un petit peu découle sur ça. On va dire que ça force Morpheus à organiser un sorte de banquet pour savoir qui héritera d'un objet lié à l'enfer. J'en dis pas plus. Et c'est un petit peu là où prend tout l'intérêt de Sandman, de la série, du personnage, etc. C'est de faire confronter Dream avec énormément d'entités différentes qui viennent d'horizons complètement différents, qui ont des allégeances différentes, et de les voir un petit peu comment il pense le monde, comment il se sert de ses pouvoirs aussi, parce qu'il y a un côté très un peu méta, parce qu'évidemment quand on parle des rêves et des cauchemars, il y a un côté très narratif dans ce pouvoir-là. Et voilà, la série prend toujours le temps vraiment d'avoir des dialogues euh, bien écrits et qui servent aussi vraiment le développement de personnages. euh, et au-delà, enfin, au-delà vraiment de la bonne écriture, même les dialogues sont c'est bien fluide, c'est bien écrit, vraiment au-delà de comment ça s'enchaîne, il y a vraiment un côté de prose que je trouve joli. Alors je sais pas à quel point ce sont les mots de Gaiman ou si c'est vraiment la qualité de l'adaptation des scénaristes qui ont bossé dessus, mais en tout cas, voilà. Et oui, c'est vrai que Matt le souligne, il y a des designs de personnages notamment liés à l'enfer où il y a une espèce de dame qui a des sortes de pattes d'araignée qui lui sortent du corps. Voilà, on fait en sorte aussi vu qu'on croise plein de panthéons différents, que ce soit des démons nordiques, euh, japonais, euh, des trucs beaucoup plus modernes, style des gens qui ressemblent tous un petit peu à Pennywise, etc., etc. Enfin voilà, on prend le soin aussi de créer une esthétique pour représenter un petit peu la multitude de, euh, de ce monde-là, en fait, de la richesse. Voilà, évidemment, le sujet de l'enfer concerne beaucoup de gens et ça amène des gens de plein d'horizons différents. Donc voilà, la partie d'enfer, c'était bien, voilà. Mais c'est laborieux l'enfer. C'est pour ça que j'ai mis l'enfer, c'est l'enfer. C'était pour euh, Sartre. L'enfer, c'est les autres. C'est Sartre ou pas? Je sais plus. Alors la réplique, je la connais, mais... Enfin, la réplique. Il me semble que c'est L'expression, je Sartre. la Voilà. connais, mais Oui, c'est je vais Sartre. regarder. Merci Bishop. Vas-y, continue, je Tu regarde. peux repasser d'ailleurs Ok. la slide d'avant. Ah, pardon. J'avais pas fini. Euh, en Oui, elle est jolie, mais Martin, faut passer à autre chose maintenant.
qui est jolie? Jenna Coleman? En haut à gauche, je dis ça, mais je connais pas. Jenna Coleman, qu'est-ce qu'elle est belle. Je l'ai découvert moi dans Doctor Who et elle joue une des compagnonnes du, du docteur. Ouf, Jenna Coleman. Voilà, des fois on se dit, des fois je crois pas en Dieu et des fois je me dis putain, qui a pu faire le visage de Jenna Coleman mis à part l'intervention divine. Ça sortir en soirée, ça. Oh là C'est là une là là, disquette, mais disquette. Allez, hop, quel tombeur ce Martin. je Là vous là là. donne, Et en voilà. plus, il a mis son débardeur de nouveau. Il veut séduire, il est en mode séduction, notre Martin. Oui. C'est un chaud lapin. Monte les muscles, monte les muscles. Deuxième partie, on a le côté en plus de la quête pour retrouver Destruction, hein, voilà qui motive la deuxième partie de ce volume. Euh, on a également en parallèle l'histoire de Morpheus avec son fils Orpheus. Ils sont pas très originaux les potes. Enfin, même si Morpheus n'est qu'un alias de Dream, bon, bref. Euh, Bon, je vais pas vous le cacher, c'est pas une histoire méga. Alors, si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque, voilà, hein, je vais pas vous spoiler. C'est ce qui arrive à Orpheus, c'est pas tip top, mais c'est pratique parce que ça hante notre personnage même encore aujourd'hui. Et quand je parlais tout à l'heure de nouvelles perspectives sur un petit peu son vécu, son passé, etc. La nouvelle vision de Dream sur qu'est-ce qu'il devrait faire, comment il devrait faire, etc., etc. S'applique notamment un petit peu avec le sort tragique un peu d'Orpheus, voilà, qui est heureux pendant 8,4 secondes. J'aurais dû chronométrer entre le moment où voilà, on assiste à son mariage et ça part vite en couille, on va dire ça comme ça. J'aurais dû chronométrer entre le moment où il embrasse sa femme et le moment où la tragédie arrive. Je pense qu'on aurait à tout péter 1 minute 30, donc c'est assez drôle. Euh, mais voilà, on reste. Alors évidemment, mythologie grecque, tragédie, c'est peut-être pas si étonnant que ça. Mais voilà, on en profite également pour aborder les termes de paternité, d'amour, de destin, de briser ou non certaines règles ancestrales, etc., etc. Là aussi, voilà, c'est l'intérêt de Sandman, que ce soit le comics, la série, c'est vraiment de le faire traverser des situations qui soit sont vraiment très similaires aux nôtres, soit le sont juste de manière un peu plus thématique. Là évidemment, bon, on est en Grèce antique, on est à un mariage où il y a des dieux, des infinis, je sais pas quoi, c'est pas très... Enfin bon, même si vous êtes probablement sans doute déjà allé à un mariage, je doute que c'était en Grèce antique, donc voilà, il y a toujours un petit peu des couches qui font que ça c'est très éloigné de notre réalité à nous, mais il y a toujours une résonance thématique de personnages, de relations, qui sera toujours valable, même pour nous, hein, sur nos simples vies assez courtes. Et oui, voilà, Orpheus, voilà, dans la mythologie, c'est notamment un très grand chanteur, et on a quelques sections où il utilise le chant, et à chaque fois c'est à la fois très beau, mais à la fois voilà, il y a comment dire, un contexte dans l'histoire. Enfin, il chante pas pour chanter, il y a vraiment un but, il le fait pour des raisons très spécifiques. Et comme pour son père Dream, il y a un côté un petit peu surnaturel où ça peut-être influence un petit peu certaines personnes. Et ils arrivent toujours à très bien écrire la manière dont ils utilisent les pouvoirs pour un petit peu ne pas avoir à utiliser la violence. On va toujours essayer de chercher des solutions un petit peu plus poétiques, un peu plus psychologiques, qui vont plus influencer les gens que vraiment juste leur mettre un gros point à la gueule et c'est finito quoi. Donc voilà, c'est toujours très très bien utilisé à ce niveau-là. Et voilà, on a le retour de Joanna Constantine. Et oui, dans cette série, ils disent Constantine, il me semble que c'est la prononciation originelle et ça a été modifié avec le temps. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit ne dites pas Constantine, mais Constantine. Voilà, avec le retour de Jenna Coleman qu'on avait déjà vu en première saison comme à la fois son ancêtre et sa descendante. Là, on voit que l'ancêtre. Et on voit notamment aussi ce personnage-là interagir avec Orpheus. Et il y a un côté sans forcément trop qu'on s'en aperçoive, il y a une sorte alors je sais pas si c'est un attachement, une sorte de relation un petit peu empathique, mais on va dire on découvre un petit peu le destin de l'ancêtre Johanna dans le présent, hein, dans les temps modernes. Euh,
Et même si on n'était pas vraiment au courant de ce qu'elle allait faire, de voir qu'elle a pris cette décision-là, d'être un petit peu d'une certaine manière, d'être aux côtés d'Orpheus d'une manière que je ne vais pas dévoiler, il y a un côté assez touchant. Voilà, donc voilà. Il y a toujours des moments de personnages qui fonctionnent toujours très bien, que ce soit avec Orpheus, Johanna, Delirium, donc voilà. Même si c'est toujours un petit peu misérable, Sandman, il y a toujours un petit peu de une petite lueur d'espoir. Voilà, ça fait plaisir. Il faut s'entraîner, Mac. Je suis très bon en fléchette maintenant. Alors, semi-verdict, parce que ben, on est qu'à la moitié de la deuxième saison. Pour le moment, alors, je- ça reprend un petit peu les éléments que je dis tout à l'heure. On n'atteint pas, on va dire, les hauteurs de la première saison qui avait vraiment, notamment l'épisode, je sais plus si c'est l'épisode 5 ou 6 où on a la partie avec Hob Gadling et la mort. Magnifique épisode, excellent épisode. En plus, il se suffit à lui-même. Enfin, c'est vraiment, je conseille vraiment de. S'il y a un seul épisode à regarder, c'est celui-là. Mais voilà, tout le reste de la saison 1 était très bonne. Là aussi, la saison 2 pour le moment est aussi très très bonne. Mais voilà, on n'atteint pas tout à fait les mêmes pics. Mais globalement, on est quand même sur une très bonne série et une très bonne adaptation. Juste petit, je sais pas si c'est un reproche, mais j'avais beaucoup entendu parler du numéro Gaiman avait euh, A Mid- oui, c'est A Midsummer Night's Dream, où il est un peu il impliquait Shakespeare et il crée une pièce pour les rois Oberon et Titania, oui, ou Titinia, je sais plus, non, Titania. J'en avais beaucoup entendu parler et je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu plus marquant ou etc. Donc un petit peu déçu de ça, mais pas déçu parce que c'est mauvais, déçu parce que j'en attendais probablement trop. Mais voilà, quand même, voilà, on est quand même sur une très bonne, solide première moitié de deuxième saison. Donc voilà, si vous avez aimé la première saison, je vous conseille de continuer. On est dans la continuité, tout à fait. Ouais, c'est un peu quelconque. Ouais, t'as raison, Matt. Le mot quelconque est un peu, voilà, c'est une bonne histoire, mais une bonne histoire parmi tant d'autres. Et je m'attendais vraiment à avoir un- quelque chose d'un petit peu mieux. Voilà, on a eu voilà déjà le teaser pour le deuxième volume qui sera voilà la fin de la deuxième saison et la fin de la série. Loki va faire un petit peu n'importe quoi, Pug va faire un petit peu n'importe quoi, le Corinthien va revenir. Voilà, il va se passer des choses avec les Kindly Ones. Le sang de la famille a été versé, qu'est-ce qui va se passer? Bref, je suis quand même assez hypé. Voilà, je suis un peu sarcastique là maintenant. Euh, mais voilà, je suis quand même hypé. J'espère qu'ils vont bien conclure. J'en profiterai aussi pour peut-être me continuer un petit peu les tomes de Sandman. J'avoue que j'avais été un peu refroidi par l'affaire Gaiman. Je vais peut-être essayer au moins de lire le deuxième tome que j'avais déjà acheté. Donc voilà, j'espère que ça va me faire un petit peu. Voilà, en plus là, la série finit fin juillet. J'ai tout le mois d'août. Je suis en vacances tout le mois d'août. Je vais essayer de me faire un petit peu de lecture à ce niveau-là. Et voilà, maintenant. Fainéant, va bosser un peu là. Alors, j'ai fait 39 heures pendant. Et là, tu peux faire la voix du vieux. Et ma retraite, alors il faut aller travailler, hein, Non, mais j'ai besoin déjà, de mes sous, la retraite. moi, Sachant qu'on n'arrête pas déjà, mais bon. j'aurai pas de retraite. Je fais 39 heures depuis fin octobre. Heureusement que j'ai 4 semaines de congés payés, hein, parce que sinon, vous allez me voir je vais faire la une du JT, hein, c'est moi qui vous le dis, hein, donc il me les faut mes vacances. Parce que sinon, ça va me courir sur le haricot, tout ça, hein. Oh là là, hein, oui, tout Attention, quand public. Martin il s'énerve, c'est. Voilà, tout Oh là public. là, hein. Tout Je vais public. taper sur la table, hein.